Section 20 de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 20 Nantes, Anjou, Maine. Nantes, la jolie ville, comme dit une chanson populaire, est-elle une ville bretonne? Non. Est-elle une solitaire, comme on l'a dit aussi? Pas davantage. Elle me semble être la capitale d'une région dont la Loire est la grande artère et comprendre dans sa zone d'action l'Anjou, le Maine et le bassin du fleuve, au moins jusqu'à son confluent avec la Vienne. Son passé la rend digne de ce rôle, sans parler du temps où elle était le point de départ de flottilles entières remontant la Loire, où elle donnait son nom à l'édit le plus libéral de l'ancienne monarchie, où elle entretenait d'étroites relations avec l'Espagne, le Portugal, la Hollande. Elle fut au XVIIIe siècle le premier port de France. Elle envoyait des colons en Louisiane, à Madagascar, aux Antilles. Elle s'enrichissait par le commerce des îles, suivant l'expression qui avait cours. Commerce qui n'était pas toujours des plus recommandables, car, avec le sucre, le bois d'ébène, c'est-à-dire la traite des Noirs, en faisait le principal objet, et au besoin, ces négriers se faisaient corsaires. On comptait alors que 2000 navires y abordaient bon an mal an. Les armateurs étaient d'opulents messieurs qu'on appela les culottes de soie au temps de la Révolution. Leurs maisons de la Fosse et de l'île Feydeau étaient des palais ayant un aspect quasi vénitien, avec de grands escaliers, des balcons ouvragés, des neptunes en pierre, car la devise de la ville était Favet Neptunus Heunti. Neptune sourit à qui va de l'avant. L'intérieur valait l'extérieur. Ces logis étaient pleins d'ivoire, d'étoffes somptueuses, de chinoiseries, de curiosités exotiques. Comment cette prospérité fut-elle interrompue? D'abord Nantes souffrit cruellement de la guerre civile, assiégée par les Chouans, sauvée par les républicains, mais à quel prix? On sait quelles noyades de prêtres et de royalistes furent ordonnées par Carrier. Elle aurait pu se relever, mais l'Angleterre était maîtresse de la mer et de nos colonies, la traite des esclaves prohibée, le sucre de canne remplacé par le sucre de betterave. Plus tard, les chemins de fer naissants firent tout pour tuer la concurrence des cours d'eau et, convergeant sur Paris, laissèrent en piteux état la traversée de la France de l'est à l'ouest. La Loire, négligée, ensablée par de formidables inondations, cessa presque d'être navigable. Le port, à demi comblé par le limon, à demi fermé par une barre dangereuse, ne fut plus accessible aux vaisseaux de haut bord, si bien que Saint-Nazaire, l'avant-port de Nantes, grandit à ses dépens et crut pouvoir hériter de sa grande sœur qui se laissait mourir. Cependant, des symptômes attestaient que la moribonde avait encore une vitalité cachée. Pendant tout le XIXe siècle, elle avait des enfants qui portaient fièrement ses couleurs. Des peintres comme J. Dupré, Toulmouche, Delaunay, Luminet, Charles Leroux, des écrivains comme Monselet, le gastronome fantaisiste, Jules Verne, cher à tant de générations enfantines, Chassin, l'historien républicain, et parmi eux, chose curieuse, bon nombre de femmes, poètes au cœur tendre, comme Elisa Mercœur et Mélanie Valdor, ou des philosophes de la pensée virile comme Clémence Royer, des généraux comme Cambronne, l'héroïque insulteur de la mort, Bedeau, Mélinet, la Mauricière, dont le tombeau est une des parures de sa ville natale, des hommes politiques comme Fouché, ce roi des intrigants, qu'on a défini de la boue en bas de soie, ou comme l'honnête docteur Guépin, un des fondateurs de la République, et de ce phare de la Loire qui a pris rang parmi les grands journaux de province. On pouvait pressentir une renaissance. Elle s'est produite dans les 30 dernières années. Les Nantais se sont réveillés. Ils n'ont épargné ni leur peine ni leur argent pour rattraper le temps perdu. On a dragué, approfondi le fleuve, on a chargé la marée d'en déblayer la vase, on l'a bordé de quais qui ont des kilomètres de long, on a fait sauter un îlot qui gênait,
on songe à couper la barre des charpentiers. On a construit une cale sèche, des docks, un pont transbordeur. La ville grise, qui s'étend en demi-cercle, a aujourd'hui 180 000 habitants, 50 000 de plus qu'il y a 20 ans. Elle retentit du bruit des sifflets, des sirènes, des tôles battues au marteau. Au lieu de se quereller avec Saint-Nazaire, elle partage le trafic et collabore avec sa cadette. Elle lui laisse l'aboutissement des lignes maritimes et terrestres qui apportent et emportent les correspondances, les marchandises grande vitesse et les voyageurs pressés. Elle ne peut ni ne veut lui enlever ses chantiers de construction navale, ses usines métallurgiques. Elle garde pour elle le gros du va-et-vient commercial. Elle reçoit de l'étranger les nitrates, les riz, les bois, les charbons, les dattes, les cassonades qu'elle transforme en sucre candi. Elle reçoit de ses alentours un fret de sortie qui consiste en vin, blé, fruits, beurre, œufs, volailles. Elle est ainsi une des approvisionneuses de l'Angleterre. Le négoce s'y double d'une industrie active. De Nantes jusqu'à Indret et à la Basse-Indre s'échelonnent près de 300 usines, qui occupent plus de 30 000 ouvriers. Forges nationales, savonneries, huileries, papeteries, biscuiteries, verreries, raffineries, fabriques de conserves et de boîtes pour les expédier, chantiers pour la construction des bateaux, ateliers où l'on traite divers minerais, etc. Si l'on ajoute à cela des banques nombreuses, des syndicats de production, des sociétés coopératives, des écoles pratiques qui ébauchent une sorte d'université technique, comment méconnaître le réveil qui s'est accompli? Il se propage et s'en va de proche en proche, tirer de leur engourdissement les contrées qui avoisinent la Loire. C'est l'Anjou, d'abord, un pays qui eut autrefois une éclatante fortune. Les Plantagenets, ces comtes devenus rois, régnèrent à Londres et de Rouen jusqu'à Bordeaux. Plus tard, ils possédèrent ou briguèrent des couronnes à Naples, en Provence, à Jérusalem, en Aragon. Au XVIe siècle, le même terroir donne encore à la Pléiade un de ses meilleurs poètes, Joachim du Bellay, qui, sur les bords du Tibre, regrette la douceur angevine, soupire après son petit domaine de Lirée, et préfère l'ardoise fine au marbre romain. Il donne aussi à la Réforme, dont Saumur fut une des citadelles, son plus austère et plus solide champion, Duplessis-Mornay. C'est le Maine, ensuite, dont les destinées furent semblables. Lui aussi, il eut, au XVIe siècle, des hommes qui ont marqué dans l'histoire de France. Germain Pilon, le grand sculpteur, Ambroise Paré, l'illustre chirurgien protestant, le gros-duc de Mayenne, qui fut le dernier soutien de la Ligue contre Henri IV. Un peu plus tard, Scarron, qui, pour le corps comme pour l'esprit, fut le burlesque personnifié. Anjou et Maine se sont retrouvés ensemble au moment où les paysans se soulevèrent contre la conscription et la République, où le cri de la chouette résonna dans les fourrés. Des batailles et des massacres ensanglantèrent alors les rives de la Loire, à Saint-Florent, à Savenay. L'écho s'en fait entendre dans les chansons guerrières du temps. Monsieur de Charette a dit à ceux d'Ancenis, « Mes amis, le roi va ramener les fleurs de lys. » Un courant catholique et royaliste a traversé encore ces campagnes durant le XIXe siècle, témoin les aventures belliqueuses et amoureuses de la duchesse de Berry, témoin de Falloux, qui fut, sous la Seconde République, le félin et heureux adversaire de l'enseignement laïque, témoin plus récemment monseigneur Frépel, alsacien d'origine mais évêque d'Angers et fougueux député réactionnaire. Cependant, un courant républicain a continué de couler à côté de l'autre. D'Angers était aussi David, le sculpteur, qui a fait revivre en bronze ou en marbre tous les hommes d'avant-garde de la politique et de la littérature. Ledru-Rollin, le père du suffrage universel, fut député de la Sarthe. Les Cavaignac y eurent leur port d'attache. Les martyrs de la liberté y furent nombreux au coup d'État de 1851. Sans avoir disparu, ces dissentiments tendent à s'atténuer. Les combats qui se livrèrent dans ces parages en 1870 effacent les souvenirs de la guerre civile sous ceux de la guerre étrangère. Les écoles militaires de la Flèche, de Saumur,
rappelle les droits de la grande patrie là où dominait le souci trop exclusif des intérêts locaux, et une émulation pacifique travaille à réconcilier tous les habitants de la région dans la recherche de l'utilité commune. Angers, sur sa triple rivière, attire à elle, pour les écouler par la Loire et le chemin de fer, les produits d'un sol riche et bien cultivé. Pommes et poires, fruits de tout genre, orge du Maine, vin d'Anjou, à l'arrière-goût de pierre à fusil, pendant que les poulardes et les chapons du Mans s'en vont aux halles de Paris, où ils bénéficient d'une antique célébrité. À ces éléments d'exportation qui viennent de l'agriculture se joignent ceux que fournissent des industries anciennes ou nouvelles, toile de Cholet, écoutille de Laval, ardoise de Trélazé, marbre de Sablé, argile de Lirey, minerai de fer à Ségré et ailleurs, de plomb argentifère à Couéron. En voilà plus qu'il n'en faut pour alimenter un sérieux mouvement économique. La question d'avenir se réduit pour toute cette contrée à un problème de voies de communication. Si l'on sait régulariser le cours de la Loire, le relier réellement au réseau des canaux français, il y a des chances pour que Nantes, avec Saint-Nazaire, dont elle est inséparable, devienne ce qu'elle devrait être, vu sa situation, le débouché aussi ordinaire que naturel du centre de la France, et même d'une partie de l'Europe centrale. Ainsi soit-il. Fin de la section 20.